Donc, je suis radiothérapeute et curithérapeute à l'Institut Gustave Roussy. Quand on parle d'oncologue, vous savez qu'il y a deux sous-types d'oncologues. Il y a les oncologues médicaux. C'est mieux comme ça. Comme le docteur Ronan Flippo, du coup, qui est responsable des traitements dits médicamenteux des cancers, chimiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie. Et puis vous avez les autres, qui sont les oncologues radiothérapeutes, qui traitent les cancers avec les rayons, dont je fais partie. Et j'ai mis dernière entre guillemets, parce que mon topo sera has-been dans 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que les choses vont à une telle vitesse que c'est difficile d'être complètement à jour. Je ne pouvais pas parler de cancer sans parler de prostate. Évidemment, c'est quoi la prostate? Donc c'est une glande que tous les messieurs dans la salle ont, à moins d'avoir une prostatectomie. Et si c'est une glande, c'est que ça a une fonction de sécrétion. Et en l'occurrence, la prostate, elle a principalement un rôle dans la sexualité, puisqu'elle vient sécréter un liquide qu'on appelle le liquide prostatique, qui, avec les vésicules séminales, qui sont les deux petites glandes que vous avez derrière la prostate, va rentrer dans la composition du sperme, et notamment dans la liquéfaction du sperme. Il y a notamment la fameuse protéine qu'on appelle le PSA, qui est sécrétée par la prostate, qui rentre dans la composition du sperme. Ce schéma, je le montre à chaque fois à tous les patients en consultation, pour bien comprendre à quel endroit est placée la prostate. Elle est sous la vessie. Vous voyez que vous avez le canal urinaire qu'on appelle l'urètre, qui passe directement dans la prostate avant d'aller dans la verge pour que l'urine sorte du corps. Et puis elle est située juste en avant du rectum, donc il y a la paroi antérieure du rectum qui est collée. Et je montre à chaque fois en consultation, c'est parce que quand vous avez conscience exactement de l'anatomie de votre prostate, vous comprenez un petit peu aussi les effets secondaires potentiels des traitements qu'on va vous proposer. Et en l'occurrence, comme c'est un organe, une glande qui est au carrefour à la fois des organes urinaires et sexuels, les conséquences des traitements qu'on utilise vis-à-vis des cancers de la prostate peuvent être urinaires et érectiles. Alors j'ai mis le premier cancer en France, premier cancer chez l'homme. Le premier cancer officiellement, c'est toujours le cancer du sein. On est à peu près à 60-61 000 nouveaux cas par an en France, mais le cancer de la prostate qui arrive juste après. C'est un homme sur 9 en France qui chaque année se voit découvrir en tout cas un cancer de la prostate. Et les courbes que vous avez en dessous, je me veux assez optimiste. Ce que vous avez en rouge, c'est le taux d'incidence. C'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qu'on dépiste chaque année. Vous voyez que c'est un petit peu augmenté entre les années 2000-2010. Pas d'inquiétude, mais c'est parce qu'on fait un petit peu plus de dépistage avec le dosage du PSA qui devient un petit peu plus systématique. Et la bonne nouvelle, c'est la courbe que vous avez en bleu, qui est la mortalité par cancer de la prostate. Ce que vous voyez, la leçon à tirer de ce graphique-là, c'est alors qu'on découvre de plus en plus de cancers de la prostate, les messieurs meurent de moins en moins. À la fois parce que si on fait du dépistage, on découvre des maladies un petit peu plus précocement. Et vous savez, en cancérologie, c'est un petit peu la règle, mais plus on prend la maladie tôt, plus on est efficace. La deuxième chose, c'est aussi et surtout que les traitements se sont nettement améliorés ces dernières années et qu'on a des pronostics du coup qui s'allongent complètement. Ça reste dans l'ensemble un cancer de bon pronostic. Si on se met à 5 ans de suivi, il y a plus de 97% des patients qui sont vivants, et donc qui ne sont pas morts du fait du cancer de la prostate. La plupart des cancers vont être diagnostiqués à un stade qui est localisé, dans quasiment plus de 9 patients sur 10, et 1 patient sur 10, malheureusement, c'est une découverte qui est faite à un stade un petit peu tardif, quand les patients deviennent métastatiques. Et évidemment, la survie, c'est-à-dire la probabilité d'être toujours vivant à 5 ans, elle est directement corrélée au stade initial de la maladie. Quand vous avez un cancer de la prostate qui est localisé, si on regarde à 5 ans, il y a 100% de chances que vous soyez toujours là. Si vous avez un cancer de la prostate qui est métastatique, c'est un petit peu plus compliqué. On va en reparler juste après. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, le premier, c'est l'âge. Moi, j'ai 34 ans, il est très peu probable que je fasse un cancer de la prostate. S'il y a des messieurs dans la salle qui ont dépassé les 70 ans, c'est un petit peu plus probable que vous en fassiez. Plus on augmente en âge, plus la probabilité augmente d'avoir un cancer de la prostate. Et l'âge moyen au diagnostic est aux alentours de 70 ans en France. Le deuxième facteur de risque qui est hyper important, c'est l'origine ethnique. Et notamment les patients qui sont soit antillais ou avec des origines africaines, ils ont 2 fois plus de risques que les caucasiens de faire des cancers de la prostate. Et ce sont des cancers de la prostate qui sont plus graves, 2 fois plus graves. Il y a plein de facteurs dont on pense que ça puisse l'expliquer, bien qu'on n'ait pas la réponse complètement en 2024. Il y a probablement des facteurs héréditaires, des facteurs génétiques, et puis aussi des facteurs environnementaux. Vous avez peut-être entendu parler d'un pesticide qui s'appelle la chlordécone, dont on a balancé pendant des dizaines et des dizaines d'années dans les bananeraies, notamment aux Antilles, ce qui fait que ça fait exploser complètement le nombre de taux de cancer, et notamment du cancer de la prostate. C'est assez dramatique, et c'est que depuis 2 ans que les institutions françaises reconnaissent l'exposition à ce pesticide comme une maladie professionnelle. Il y a des facteurs génétiques, il y a certains cancers de la prostate qui ont aussi, qui expriment, vous savez, le gène BRCA2, BRCA1, BRCA2, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ce matin quand on parlait des cancers du sein. Ce gène-là, quand on a ces mutations, ça prédispose à faire un cancer de la prostate. Et puis, comme je l'ai dit, dans 90% des cas, le cancer de la prostate, on le détecte sur une prise de sang, sur le PSA.
Donc il y a 0 symptôme. Donc moi, à chaque fois, les messieurs en consultation, mais écoutez, on m'a découvert un cancer, mais pourtant, je n'ai pas de symptômes. Ben, c'est normal, on l'a juste dépisté sur une prise de sang, c'est pour ça que vous êtes asymptomatique, et c'est classique. En France, ce qui est recommandé, alors le thème de dépistage a été un petit peu abandonné parce qu'il est très débattu, on pourra en parler pour les questions après, mais on parle de diagnostic précoce, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 50 ans, il est demandé aux médecins traitants de se renseigner auprès des patients qui voient, au cas par cas, de l'utilité de faire ce dosage de PSA. On en parlera un petit peu après parce que c'est très discuté. Mais en tout cas, à partir de 50 ans, c'est là qu'on commence un petit peu à embêter les messieurs en disant que c'est peut-être intéressant d'aller voir si la prostate ne présente pas ces anomalies-là. Très classiquement, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui a une évolution très très lente. Si on devait avoir un patient qui a un cancer de la prostate, ne pas le traiter et suivre pendant des années, des années, des années, ce qu'on voit, c'est que le cancer se développe donc très, très, très lentement. Donc on parle de maladie indolente. Il va commencer à s'étendre de plus en plus dans la prostate, jusqu'au moment où il va vouloir sortir et franchir ce qu'on appelle la capsule, qui est une espèce de petite coque qui est tout autour de la prostate. Vous imaginez la prostate comme une petite châtaigne avec la bogue tout autour. Donc la maladie tend à sortir, à venir éventuellement toucher les vésicules séminales, qui sont les petites glandes qu'il y a derrière la prostate. Et puis à terme, le cancer, il est possible qu'il s'étende au premier relais ganglionnaire, donc classiquement au niveau du pelvis. Donc on peut parler de métastase ganglionnaire. Et puis à distance, potentiellement, de métastase osseuse. L'os, c'est le premier site métastatique du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, quand il veut faire des métastases, il adore aller se ficher dans l'os. C'est extrêmement rare, voire quasiment, ça arrive quasiment jamais que ça vienne se mettre dans la tête, par exemple. C'est rarissime. Le circuit classique du patient qui se voit découvrir un cancer de la prostate, ça passe toujours quasiment par la prise de sang avec l'élévation du PSA. Cette élévation du PSA doit vous amener normalement à la consultation chez l'urologue, qui va vous poser plein de questions, qui va faire gaffe à une chose, c'est que, attention, le PSA, ça veut dire antigène spécifique de la prostate. C'est spécifique de la prostate, mais ça ne veut pas dire que vous avez forcément un cancer de la prostate. Attention, hein. Un PSA élevé, ça veut dire que vous avez une prostate qui fonctionne un petit peu plus que la normale. Ça peut être un cancer. Ça peut aussi être une infection urinaire. Donc déjà, on vérifie, vous n'avez pas eu de fièvre, vous n'avez pas eu de symptômes urinaires, parce que vous pouvez avoir une analyse d'urine positive, faire une prostatite, une infection urinaire, et le PSA, il peut monter à 15, 20, 40, 60, c'est tout à fait possible, alors que vous n'avez pas de cancer. De la même façon, on peut avoir une activité sexuelle un petit peu intense, éjaculer et faire le dosage de PSA le lendemain, le PSA peut être un petit peu augmenté. Donc PSA, ça ne veut pas dire forcément cancer. Ça veut dire qu'il se passe un truc au niveau de la prostate, on va chercher le cancer, mais ça ne signe pas forcément le cancer. Donc l'urologue, il vous interroge, et puis si c'est jugé utile, il va vous demander l'examen indispensable, et qui est le meilleur examen pour analyser la prostate localement, c'est l'IRM de la prostate. S'il y a une cible, on va faire des biopsies de la prostate, et ce sont ces fameuses biopsies qui établissent définitivement le diagnostic. Quand on raisonne, nous, face à un cancer de la prostate, on a besoin de tous les éléments de la chaîne, de A à Z. On va se servir du niveau de PSA, on va se servir de l'extension locale de la maladie, qu'on peut évaluer au toucher rectal, mais le doigt, ce n'est pas forcément précis par rapport à une IRM, et également au score de Gleason, qui établit l'agressivité du cancer sur les biopsies, je vous en parle juste après. Et puis ces trois critères, on va les combiner pour établir des scores, pour nous dire si on est face à un cancer qui a un très bas risque de récidive, donc plutôt gentil, un cancer qui a un risque intermédiaire ou un cancer qui est jugé comme à haut risque de récidive. C'est pas bien de mettre les messieurs dans des cases, mais on le fait au quotidien. Et c'est en mettant les maladies dans ces cases-là que ça nous permet de nous dire qu'il faut proposer ce type de traitement à ces patients. On cherche la possibilité d'avoir des métastases quand statistiquement, il y a une probabilité que votre cancer fasse des métastases. Donc ce n'est pas parce que vous avez un cancer de la prostate que forcément le médecin va s'exciter, faire des scintigraphies osseuses, des TEP scanners ou quoi que ce soit. En l'occurrence, c'est des examens qu'on va réserver quand on a des cancers qui sont de risque intermédiaire ou de cancer à haut risque, parce que quand vous avez un cancer à bas risque de récidive, c'est assez clair et net, la probabilité que votre cancer fasse des métastases, elle est à 0. Donc on ne va même pas chercher à faire des scanners ou à savoir si la maladie est ailleurs, ça ne sert à rien, l'imagerie sera négative. Donc les bilans qu'on appelle bilans d'extension, pour savoir s'il y a de la maladie dans des ganglions ou ailleurs, dans des métastases osseuses par exemple, c'est réservé quand les maladies sont jugées un petit peu plus agressives. Les fameuses biopsies de prostate, elles sont obligatoires et en cancérologie, c'est tout le temps l'examen qu'on dit histologique, c'est-à-dire l'analyse de tissu qui fait le diagnostic de cancer. Il y a deux modes d'accès, donc ce sont les urologues qui les font, j'en parle, mais moi je suis radiothérapeute, c'est les urologues qui le font. La méthode classique où on passe au travers du rectum, puisque la prostate elle est juste devant le rectum, donc on vient piquer au travers du rectum pour prélever du tissu prostatique, on parle de biopsie endorectale, et puis, ou transrectale, et puis de plus en plus, il y a une autre voie qui se développe, c'est de passer directement au travers du périnée, et on parle donc de biopsie transpérinéale, donc c'est
Ça correspond à, je ne sais pas si j'ai le curseur, ça correspond à ça. Ça, c'est une biopsie transpérinéale. Donc, on met une sonde d'échographie dans les fesses pour repérer la prostate. On fait une anesthésie locale du périnée, puis l'urologue il pique directement au travers. Le principal avantage, c'est que comme on ne passe pas par le rectum, le risque de faire une infection urinaire et donc de balancer de germes digestifs dans les voies urinaires, il est extrêmement réduit, si bien que quand on fait des biopsies transrectales, il est recommandé de faire ce qu'on appelle une antibioprophylaxie, c'est-à-dire qu'on met des antibiotiques en prévention pour ne pas choper une infection urinaire à cause des biopsies. Quand on fait une biopsie transpérinéale, on a démontré que ça ne servait strictement à rien de mettre ces antibiotiques parce que le risque d'infection il est extrêmement réduit, voire quasiment nul. À partir des biopsies, le médecin napath établit cette fameuse classification qu'on appelle le score de Gleason, qui est un score qui va de 6 à 10 et qui témoigne un petit peu de l'agressivité de ces cellules, est-ce que ces cellules elles se multiplient vite ou pas. Et en fonction de ça, nous, on va avoir des traitements qui seront adaptés en fonction du score. Quand on fait un bilan d'extension, le bilan un petit peu classique, c'est de faire un scanner et de faire une scintigraphie osseuse. Et comme il faut que je vous parle des dernières avancées, l'imagerie qui se développe de plus en plus à l'heure actuelle, c'est le TEP scanner. Et notamment un TEP scanner qu'on appelle le TEP scanner au PSMA. Le principe, c'est qu'on a découvert que les cellules cancéreuses, cancer de la prostate, à leur surface, elles expriment un certain nombre de récepteurs, et notamment le récepteur au PSMA. Eh bien, si vous injectez un produit avec du PSMA à des patients et que vous rajoutez un petit produit, un radioélément donc, qui est capable d'émettre un rayonnement à cette molécule PSMA qui va se fixer sur les cellules cancéreuses, quand c'est intégré par la cellule, il y a un rayonnement qui est émis, et bien vous avez un scanner qui est équipé de caméras qui est capable de détecter ce rayonnement et donc cette image et de vous indiquer potentiellement là où est-ce qu'il y a de la maladie. Si vous analysez ce scanner-là, bon courage pour dire qu'il se passe quoi que ce soit. Et quand vous passez en TEP scanner, tchac, il y a un petit ganglion qui fixe là, qui fait à peine quelques millimètres au niveau du scanner. Vous n'auriez pas fait le TEP scanner, vous seriez passé à côté. Alors attention, ce n'est pas non plus le Graal. Cet examen-là, il a le droit de se tromper, notamment quand on a des cibles de quelques millimètres. Parfois, c'est un examen qu'on met un petit peu en doute. Mais en tout cas, c'est des examens qui révolutionnent à l'heure actuelle la prise en charge et la stadification des cancers de la prostate. Ça permet de voir un petit peu en dessous de l'iceberg, voir ce qui se passe un petit peu plus en profondeur. Quand on a un cancer qui est localisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de métastase, soit parce que le cancer est à très bas risque de récidive, donc le cancer Gleason 6, soit parce que vous avez un cancer un petit peu plus embêtant sur les biopsies et qu'on a fait une imagerie qui nous montre qu'il n'y a pas de métastase. Vous avez donc un cancer qui est localisé, la prise en charge va être curative, ça c'est clair et net, le but du jeu c'est de vous guérir. Il y en a toute une panoplie de traitements. Les traitements classiques, c'est soit l'ablation de la prostate, c'est la prostatectomie, donc on retire la prostate, tchouk, on vient couper ici, sous la prostate, au niveau de l'urètre, détacher la prostate de la vessie, puis recoller la vessie à l'urètre et faire ce qu'on appelle une anastomose vésico-urétrale. Et puis il y a des alternatives, heureusement, non chirurgicales, comme la radiothérapie externe. Donc vous êtes allongé sur une table, puis vous avez une énorme machine comme un scanner qui tourne autour de vous et qui focalise des rayons X de haute énergie qui traversent les tissus pour venir concentrer la dose de rayon dans la prostate. On parle de radiothérapie externe parce que la source de rayonnement est à l'extérieur du patient. Et l'autre méthode, c'est la curithérapie, une espèce de radiothérapie interne où on met des éléments qui sont radioactifs directement dans la prostate, c'est sous anesthésie générale, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et au travers du périnée, on vient piquer des aiguilles comme des petites sarbacanes qui nous servent pour larguer plein de petits grains d'iode radioactifs dans la prostate. C'est deux modalités de faire de la radiothérapie, donc de l'irradiation de prostate. Ça, c'est un tableau un petit peu compliqué et pourtant, c'est ce qu'on utilise nous tous les jours. Quand vous repartez de la situation initiale, quand on a un cancer de la prostate et quand on veut établir le risque de récidive, c'est ça typiquement le tableau qu'on utilise. Faible risque de récidive, risque intermédiaire et haut risque. Et en gros, plus vous allez aller vers la droite du tableau, plus vous avez potentiellement un traitement agressif et donc plus les médecins vont utiliser des traitements eux aussi un petit peu agressifs. Je vais vous en parler, mais quand vous avez un cancer qui a faible risque, je vais vous convaincre qu'il ne faut rien faire pour cela. Il faut juste surveiller. Vous allez être un petit peu choqué. Vous dites, je viens aux EME, on me parle des dernières avancées en oncologie et le gars me parle de surveiller mon cancer. Mais il faut surveiller ces patients-là. Faire des traitements, c'est une option. Je vous en parle juste après. Risque intermédiaire, haut risque et on traite. Et vous voyez que plus vous allez vers la droite du tableau, plus les traitements sont des combinaisons de traitements. Donc c'est de la chirurgie et éventuellement suivi de radiothérapie, de la radiothérapie associée à de l'hormonothérapie, puis éventuellement de la curithérapie en complément. Mais plus vous allez de la gauche vers la droite, plus on intensifie
le traitement et on tape un petit peu plus fort pour guérir les messieurs. C'est normal parce que la maladie est un petit peu plus agressive. Si vous avez un cancer qui est Gleason 6, c'est-à-dire que l'anapathe fait des biopsies et il tombe sur ce score Gleason 6, c'est-à-dire vraiment le score minimal de la classification de Gleason, vous avez un PSA en dessous de 10 et quand on fait le toucher rectal ou quand on fait l'IRM, votre maladie est strictement intraprostatique, c'est clair et net. Si vous avez un urologue qui veut vous retirer la prostate, un radiothérapeute qui vous dit qu'il faut faire des rayons, vous venez nous voir, on va vous dire qu'il ne faut rien faire. Il faut à tout prix rien faire et faire de la surveillance active. Il faut vraiment faire attention. Les progrès en médecine et en oncologie, c'est aussi apprendre à mieux connaître les maladies, identifier celles qui ne sont pas graves pour faire de la désescalade thérapeutique. D'accord ? Il y a des cancers qui sont graves et il faut intensifier les traitements. Il y en a d'autres qui ne sont pas graves, il faut lever un petit peu le pied. Et en l'occurrence, ça c'est un essai qui est très connu des médecins. C'est un essai anglais. Vous imaginez plus de 2000 patients qui ont un cancer qui est Gleason 6, et puis il y avait un petit peu de Gleason 7. Et puis on a tiré au sort, donc on parle de randomisation. Bon, on a dit, toi, on va juste te surveiller. Donc on va surveiller en faisant des PSA régulièrement, on va faire des IRM, et puis on va attendre un petit peu que la maladie se développe au minimum jusqu'au Gleason 7 pour te proposer un traitement là. Toi, on va te faire une prostatectomie, et toi, on va te faire une radiothérapie. On a fait 3 groupes de patients. Ce que vous voyez ici, c'est les courbes de survie. Donc, est-ce que les patients sont morts, oui ou non, du cancer de la prostate à plus de 15 ans de suivi? Entre la courbe qui est en rouge, je me suis fait opérer, la courbe en bleu, j'ai fait de la radiothérapie, et la courbe en pointillé, on m'a surveillé et on a différé mon traitement jusqu'à ce que la maladie se développe un petit peu plus. Il va falloir me croire, les courbes sont complètement confondues. À 15 ans, la survie du cancer de la prostate dans cette population-là, elle était identique selon les 3 bras, elle était à 97%. Ça veut donc dire, première chose, que les patients qui ont un cancer Gleason 6, c'est une maladie qui n'est absolument pas grave et vous n'allez pas mourir de ce cancer de la prostate. Ça veut aussi dire qu'il y a des patients qui ont une prostatectomie et une radiothérapie, entre guillemets pour rien, ou du moins sans aucun avantage oncologique. C'est pour ça que c'est clair et net en 2024, même depuis au moins l'an dernier dans les recommandations. Vous êtes Gleason 6 avec un PSA en dessous de 10, c'est une maladie intraprostatique, on ne va rien faire sauf surveiller. Et ça, c'est important. La surveillance, c'est un PSA tous les 6 mois. On va faire une IRM une fois par an. On va rebiopsier dans 1 an. On rebiopsie la prostate. Si vous êtes à nouveau Gleason 6, parce que n'oubliez pas, le cancer de la prostate se développe très, très, très lentement, on va continuer à surveiller PSA et IRM, on refera des biopsies un petit peu plus tard. Et si vous tombez minimum Gleason 7, on va commencer à discuter de faire le traitement. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas vous traiter tout de suite? Parce que si je fais des rayons, ou si je fais de la curithérapie, ou si on vous fait une prostatectomie, on va vous donner des effets secondaires urinaires, digestifs et érectiles avec strictement 0 bénéfice oncologique, puisque ce n'est pas une maladie qui va vous tuer. Donc on attend que la maladie soit un petit peu plus grave localement pour que ça vaille la chandelle de partir sur un traitement. Traiter un cancer Gleason 6, c'est perdre en qualité de vie et ne strictement rien gagner d'un point de vue oncologique. Je pense que ça suscitera des questions après, donc je passe là-dessus. Quand on est un petit peu plus à droite dans le tableau, risque intermédiaire ou au risque, donc là, on ne fait pas de surveillance et on part sur le traitement. La maladie est un petit peu plus agressive, on n'a pas envie de surveiller, donc on va traiter. Donc la prostatectomie radicale, j'en ai parlé assez rapidement, mais vous savez que maintenant, on est de plus en plus équipés. La plupart des chirurgiens font avec un robot. Alors, ce n'est pas le robot qui vous opère, c'est juste que vous avez des appareils de célioscopie qui sont dans votre ventre, vous avez des aides de bloc opératoire qui aident à mettre l'appareil, puis le chirurgien peinard à côté, assis, avec le café. J'exagère parce que c'est quand même stérile, mais qui a en tout cas une condition d'ergonomie qui est vraiment incroyable. Il est assis tranquille, il a 360 degrés de liberté, donc plus que sa propre main. Il a une vision en 3D et il vous opère tranquillement. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, il y a un chirurgien assez connu à Bordeaux, Dr Gaston, qui est le premier qui a fait de la célioscopie en France, qui a fait une prostatectomie au robot d'un patient qui était en Asie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc c'est des choses assez incroyables. Ça ne se fait pas en routine d'opérer à 7 heures de vol. Mais en tout cas, la prostatectomie au robot, ça se fait tous les jours et c'est de plus en plus le standard. Il y a des essais qui ont comparé. Pareil, on tire au sort, toi on t'opère au robot, toi on t'opère avec la célioscopie classique où le chirurgien tient les instruments. Ce qu'on a montré, c'est qu'avec le robot, il y a moins de pertes sanguines, donc on vous transfusez moins. La durée d'hospitalisation est réduite et donc il y a moins de complications qui fait qu'on a besoin de vous réhospitaliser. On n'a jamais démontré, attention, que pour autant, les résultats oncologiques étaient meilleurs. Par exemple, le risque d'incontinence urinaire, il n'est pas meilleur avec une prostatectomie robot que la célioscopie classique. Et de la même façon, la probabilité d'avoir des marges positives, c'est-à-dire que le chirurgien ait tout retiré, elle n'est pas meilleure au robot
qu'à la cœlioscopie. En tout cas, ça n'a pas été démontré de façon claire. La radiothérapie, de plus en plus, ce qu'on fait, nous, en radiothérapie, c'est ce qu'on appelle de l'hypofractionnement. C'est-à-dire qu'on a des machines qui sont de plus en plus précises, et puis la biologie du cancer, on la connaît de mieux en mieux. Ce qui fait que maintenant, on dit de moins en moins aux patients, il faut que j'accélère, je déborde. Ouais, ça fait moins pour la table ronde, mais je vous ai laissé filer parce qu'il y a la table ronde après. Je me connais, je sais que je réponds déjà à pas mal de questions, et ma consultation c'est comme ça à chaque fois. C'est assez rare maintenant qu'on dise il vous faut 8 semaines de traitement de rayons, parce qu'on a montré qu'on était capable de faire aussi bien en 20 séances, avec une dose de séance qui était un petit peu plus forte, mais des machines qui sont beaucoup plus précises, donc on irradie moins les organes qui sont tout autour. Et maintenant, de plus en plus, mais attention, ce n'est pas réservé à toutes les maladies, on fait ce qu'on appelle de la stéréotaxie, c'est-à-dire qu'on fait des séances avec une forte dose par rayon, et ça se fait uniquement en 5 séances de rayon. Donc la radiothérapie en 8 semaines, c'est vraiment pour des cas particuliers, mais de plus en plus, on fait de l'hypofractionnement. La plupart des messieurs, ils ont 4 semaines de rayon, et maintenant, de plus en plus, 5 séances de rayon. C'est beaucoup plus confortable pour vous parce que vous faites moins d'allers-retours à l'hôpital. C'est plus confortable aussi pour la sécurité sociale parce que les radiothérapeutes sont payés à la séance de traitement. Ils ne sont pas plus pauvres parce qu'il y a d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Vous avez parlé d'AIFU, et c'est une excellente question. Alors, écoutez, j'ai des biopsies qui sont positives que d'un côté, l'IRM me dit que j'ai la maladie que d'un côté, pourquoi vous voulez irradier toute la prostate? Pourquoi vous voulez me retirer toute la prostate? C'est une excellente question. C'est probablement une question d'avenir, et on se dit, pourquoi est-ce qu'en 2024, on ne peut pas se dire, je vais traiter uniquement la maladie qui est malade et foutre la paix au reste de la prostate? Plus je vais traiter un volume qui est petit, en théorie, plus je devrais réduire la part de rectum ou de vessie que j'embête, et donc réduire les effets secondaires. C'est extrêmement séduisant, et effectivement, il y a des essais cliniques qui évaluent l'AIFU, donc on utilise des ultrasons qui viennent détruire le nodule cancéreux, on peut utiliser de la cryothérapie. À l'heure actuelle, le recul sur ces méthodes, il est extrêmement faible, parce que c'est des méthodes qui sont un petit peu récentes, et c'est recommandé effectivement, comme le professeur de Kerviel, que le radiologue le disait, au sein d'essais cliniques. C'est pas parce qu'on traite uniquement de façon focalisée que pour autant c'est le Graal. Ça peut poser pas mal de questions. Qu'est-ce qui vous dit que vos biopsies et votre IRM ont 100% raison et qu'on n'aurait pas pu passer à côté de maladies de l'autre côté du lobe, alors que quand vous faites une radiothérapie ou une chirurgie, comme vous traitez toute la prostate, et vous traitez aussi potentiellement de la maladie que vous auriez ratée. Et puis ces traitements focaux, la question que ça pose, c'est que si vous traitez une partie de la prostate, si vous récidivez de l'autre côté, ce qui est tout à fait possible, quel traitement on fait? J'ai déjà pas mal de réponses parce que c'est déjà des situations qui se présentent. Mais vous voyez, c'est des questions théoriques qui se soulèvent. Donc c'est quelque chose qui tend à venir de plus en plus. C'est en rien un standard en 2024. Les standards, c'est soit la prostatectomie, soit la radiothérapie. Et au cas par cas, dans des essais cliniques bien menés, discuter de ces méthodes. La question la plus délicate, c'est que quand on a un cancer de la prostate qui est de risque intermédiaire ou de haut risque, que vous choisissez une prostatectomie ou des rayons plus ou moins avec hormonothérapie, les résultats oncologiques, c'est exactement les mêmes. Faites une chirurgie si vous voulez, ça va très bien marcher. Faites des rayons si vous voulez, ça va très bien marcher. Et alors là, on se trouve dans une situation un petit peu compliquée, où c'est le patient qui doit décider du traitement qu'on va lui faire. Alors, c'est assez exceptionnel en médecine, où c'est le patient qui décide du traitement, des traitements qu'on fait, mais c'est, je crois, une chance dont il faut se saisir. Il y a plusieurs choses qui nous font dire qu'il vous faut une chirurgie ou de la radiothérapie. La première chose, c'est l'extension de la maladie. Plus la maladie est étendue, notamment aux ganglions qui sont tout autour, moins vous êtes un bon candidat à la chirurgie qui aura du mal à tout retirer. Donc on part plutôt sur des rayons. On va faire de l'hormonothérapie, parce que l'hormonothérapie, je vous en parle après rapidement, c'est des médicaments qui viennent augmenter l'efficacité des rayons. Il y a la fonction urinaire qui joue aussi. Plus vous pissez mal, et notamment s'il y a une prostate qui est très grosse, plus c'est plutôt intéressant de partir à la prostatectomie, parce qu'en retirant la prostate, on retire le cancer et puis on retire cette grosse prostate qui vous gêne pour faire pipi. Alors que la radiothérapie va traiter le cancer, mais votre grosse prostate, on ne va rien y faire, vos soucis urinaires vont rester. Et le plus important, c'est vraiment la préférence du patient. Quand on vous découvre un cancer de la prostate, vous n'avez pas de métastase et que vous êtes éligible soit à une radiothérapie, soit à une chirurgie, idéalement, mais c'est rarement fait, vous devriez voir un urologue qui vous vend son traitement, un radiothérapeute qui vous vend ce truc, et c'est vous qui décidez. Je ne suis pas là pour faire de la pub à Gustave Roussy, on a beaucoup de boulot par-dessus la tête. Mais ce qui a été mis en place il y a plusieurs années, c'est, je crois, un modèle assez idéal, où c'est ce qu'on appelle l'accueil prostate. On vient de vous découvrir un cancer de la prostate, vous venez un mardi, vous allez voir un urologue, il va vous parler de prostatectomie, avantages, inconvénients. Vous voyez un radiothérapeute, il vous parle des rayons, il vous parle de la curithérapie, avantages, inconvénients. On vous donne le maximum d'infos, vous glanez le maximum d'infos pour que vous ayez l'information la plus claire
loyale, précise, appropriée pour avoir le maximum d'armes pour faire votre propre décision. Parce que la prostatectomie, c'est pas mieux que les rayons. Les rayons, c'est pas mieux que la prostatectomie. Vous avez le choix de choisir l'un ou l'autre. Oncologiquement, c'est exactement les mêmes résultats. C'est pas parce qu'on retire la prostate que le risque de récidive est plus faible. Le chirurgien, il a le droit d'avoir des marges un petit peu limites et de laisser de la maladie en place. Il retire ce qu'il voit. On peut avoir des marges positives, on s'en rend compte sur une analyse histologique. Et il y a une collègue dans le service qui avait fait passer, il y a plusieurs années, des questionnaires à tous les patients de cet accueil prostate pour savoir s'ils étaient contents. Donc la plupart étaient très contents. Le plus important, c'est qu'il vous chez un patient sur deux, alors que l'urologue leur a dit non, il faut à tout prix retirer la prostate, ou un radiothérapeute a dit non, il faut à tout prix faire les rayons. Dans un cas sur deux, le fait d'avoir rencontré les deux spécialistes et d'avoir entendu un petit peu les sons de cloche, ça a fait changer le choix de traitement. Ça ne veut pas dire que c'était une erreur de proposer une prostatectomie ou de proposer une radiothérapie. Les traitements sont aussi bien les uns que les autres. C'est juste que vous avez fait votre choix, celui qui vous correspondait, celui qui vous ressemblait. C'est ça le plus important, je crois, quand on a un cancer de la prostate. J'accélère un petit peu pour qu'on ait quand même 15 minutes de discussion, bientôt fini. Quand les maladies sont un petit peu, je suis désolé, mais je parle pas mal. Hein. Quand les maladies sont avancées ou métastatiques, on a recours à ce qu'on appelle de l'hormonothérapie, un peu comme dans le cadre du cancer du sein, parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est hormonodépendant. Le carburant du cancer de la prostate, c'est l'hormone masculine, c'est la testostérone. Les 95% des cellules des cancers de la prostate sont avides, elles ont hyper faim, elles sont affamées en testostérone, elles se servent de la testostérone pour se développer et pour grossir. Donc il y a plein de médicaments et de traitements dont la base, c'est de supprimer la testostéronémie et de faire ce qu'on appelle, je suis désolé du terme, une castration. C'est un mot qu'on essaye d'éviter parce que c'est une sémantique assez douloureuse, mais pour autant c'est ce qui décrit le mieux ce qui se passe biologiquement et ce qui explique aussi que le traitement historique du cancer de la prostate, c'était de faire une castration chirurgicale. Alors c'est des choses qu'on ne fait plus dans les pays développés parce qu'on a développé des médicaments qui font la même chose, qui jouent sur une voie un petit peu plus haut située au niveau des hormones cérébrales qui commandent la sécrétion de testostérone par les testicules. Et puis on a développé plein d'autres médicaments qui se prennent par comprimés, qui sont capables de jouer sur la sécrétion d'androgènes, qui sont des précurseurs au fonctionnement de la testostérone par les surrénales. Et puis il y a des médicaments qui directement vont taper sur les récepteurs de ces androgènes qui sont à la surface des cellules cancéreuses. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les patients qui ont un cancer de la prostate avec des métastases, ils vivent de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux, parce qu'on a découvert ces molécules et parce qu'il y a des essais cliniques qui ont montré qu'en associant ces molécules, on avait des survies qui se rallongeaient. À l'époque, on utilisait l'hormonothérapie toute seule. Quand on avait un cancer de la prostate métastatique, la survie médiane des patients, elle était à peu près de 3 ans. Quand on a découvert la chimiothérapie dans le cancer de la prostate, les patients ont quasiment gagné 1 an. Quand on a découvert cette molécule orale, ils ont gagné 1 an, on est quasiment à 5 ans. Quand on a compris qu'on pouvait associer les médicaments, à l'heure actuelle, on est à plus de 6 ans de survie médiane quand on a un cancer de la prostate métastatique. Une survie médiane, la médiane, c'est un chiffre statistique qui dit que la moitié des patients, malheureusement, sont morts avant, l'autre moitié va plus loin. Donc il y a des patients qui sont morts à 2 ans, d'autres qui sont morts à 15 ans. D'accord ? Mais aujourd'hui, en France, en 2024, on vous annonce un cancer de la prostate métastatique. Vous allez vivre des années et des années. Et il y a énormément de recherches. L'hormonothérapie fonctionne quelques années avant que les cellules cancéreuses trouvent la parade et échappent un petit peu à l'hormonothérapie. C'est une situation qui est inéluctable et qu'on appelle la résistance à la castration. Eh bien, il y a des médicaments par-dessus qui se rajoutent pour pallier les mécanismes de résistance de ces cellules. Et ça fonctionne. Et c'est des patients qui vivent encore plusieurs années. Et 2 dernières diapositives, et je me tais. L'une des nouveautés, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée. Vous vous souvenez de l'imagerie de TEP scanner ou PSMA où j'injecte cette molécule avec un petit produit qui va flasher et qui va nous indiquer où il y a de la maladie. Si au lieu d'attacher une molécule qui flash, j'attache une petite bombe radioactive qui va être intégrée par la cellule et qui va tuer votre cellule cancéreuse, ça fait que vous avez un traitement qui est ciblé spécifiquement sur vos cellules cancéreuses. Et donc, c'est ce qu'on appelle du PSMA lutécium. Donc, la cellule intègre avec ce marqueur, et voit le marqueur PSMA, et là, les récepteurs, hop, elle intègre, sauf qu'on a attaché une molécule radioactive qui va complètement faire exploser votre cellule. Et ça, c'est des images qu'on ne voyait pas il y a quelques années dans la cancérologie prostatique. Un patient qui est truffé de métastases. Alors ça, c'est les 2 reins, c'est normal que ça flash, la vessie aussi, parce que le produit est éliminé par voie urinaire. Tout ce qui est noir, c'est des métastases. Et
quand on traite ces patients avec ces médicaments-là, c'est des perfusions qui sont toutes les 6 semaines. On a des scintigraphies qui deviennent complètement blanches avec des métastases qui disparaissent. Des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. On ne voyait jamais ça. Et la deuxième chose qui se développe de plus en plus également, c'est pour ces patients qui ont des anomalies génétiques, notamment BRCA, qui expliquent que vous avez fait un cancer de la prostate, et des thérapies ciblées dont vous avez déjà parlé ce matin, qui ciblent spécifiquement ces anomalies, ce qu'on appelle notamment les antiparps, qui fait que quand vous avez des mutations de BRCA, comme dans le cancer du sein ou cancer de l'ovaire, cancer du pancréas bientôt, on vous donne des comprimés qui spécifiquement visent ces mutations et qui augmentent du coup l'efficacité oncologique. Et dans un mois, vous savez que c'est le mois des cancers masculins, c'est le Movember. Faites pousser votre moustache, messieurs, si vous n'en avez pas. Et c'est à la fois pour le cancer de la prostate et le cancer du testicule. C'est pour sensibiliser sur tout ça. Merci. Merci. Donc, j'ai été un peu long. Ouais. Donc il nous reste 1 minute pour la table ronde. C'est jusqu'à 15h15. C'est jusqu'à 15h15 pour la table ronde. Alors en Movember, hein, vous avez compris, il y a des promos sur le cancer de la prostate. C'est le moment d'en profiter. Dites-moi pourquoi. Alors les questions, hein, allez-y, lâchez-vous si vous avez des questions sur le cancer de la prostate, parce qu'on n'a pas beaucoup. On a une dizaine de minutes. Hein. Tout le monde a parlé d'immunothérapie, sauf vous. Normal ? Oui, normal. Ça ne marche pas très bien à l'heure actuelle dans le cancer de la prostate. C'est des molécules qui montrent une efficacité potentiellement pour des patients qui sont très loin dans le stade de la maladie, avec des métastases, et notamment quand ça ne répond pas très bien à l'hormonothérapie, quand on est en situation d'hormonorésistance, et notamment si vous exprimez certains marqueurs particuliers. Donc les résultats, mais dans la population générale, ils sont très décevants. Ce n'est pas un cancer qui est extrêmement riche en cellules immunitaires, donc ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas aussi bien que dans le poumon ou le cancer de la vessie, par exemple. Ça commence à arriver, mais les résultats pour l'instant ne sont pas super. On est sur l'hormonothérapie comme traitement de fond quand on a un cancer de la prostate avancé ou métastatique. Des questions ? Bon, je continue avec mes questions. Alors, testostérone. Il y a des gens qui prennent des suppléments en testostérone à partir d'un certain âge pour être plus alerte, moins vieillir. Enfin, ouais, alors, si j'ai bien compris, c'est pas terrible pour le cancer de la prostate. Non, je vais faire une réponse de Normand. On n'a jamais démontré que prendre la réponse, on ne sait pas, de prendre de la testostérone par voie exogène, ça augmentait votre risque de faire un cancer de la prostate. Donc non, ce qu'on sait par contre, c'est que quand on vous découvre un cancer de la prostate qui est particulièrement avancé, et si vous prenez ces produits, on va vous demander de les arrêter, parce que les thérapies qu'on a visent justement à réduire les taux de testostérone, mais ces patients-là ne sont pas plus à risque de faire des cancers de la prostate que d'autres. Donc votre cancer de la prostate va se servir de la testostérone que vous fabriquez naturellement pour se développer, mais les patients qui ont plus de testostérone que d'autres ne font pas plus de cancer de la prostate que d'autres. La biologie est plus compliquée que ça. Toucher rectal, ça sert encore à quelque chose aujourd'hui à l'heure de l'IRM ? Je ne peux pas dire non parce que les urologues ne seraient pas contents. C'est toujours un petit peu... Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils sont contents d'en faire ? Parce que moi j'ai des petits doigts donc ça ne sert pas à grand chose. Et parce que l'IRM est beaucoup plus... enfin je touche pas... Il y a parfois des prostates, bon, voilà, donc, et puis bon... peu importe. Bon. Et l'IRM est plus précise que le toucher rectal. Imaginez que vous avez le toucher rectal, donc vous sentez forcément ce qui est au contact du rectum. Donc déjà toute la partie antérieure de la prostate, vous ne pouvez pas anatomiquement la toucher. Donc toucher rectal, il peut être utile pour certains trucs, mais franchement, on l'abandonne de plus en plus. C'est l'IRM qui permet de faire l'extension locale de la maladie. Il est un petit peu plus intéressant pour l'urologue parce que ça va notamment lui permettre de voir s'il y a quand on envisage une prostatectomie, un bon plan de clivage entre la prostate et le rectum. Ça lui permet de voir si les tissus sont bien souples et si la prostatectomie sera un petit peu plus facile. Si votre urologue vous dit qu'il faut faire un toucher rectal, faites-le, parce que ce n'est pas forcément désagréable, il faudra voir. Mais vous aurez quand même une IRM. Et là, je pense que le message le plus important, c'est qu'on ne fait jamais de biopsie sans IRM préalable. L'IRM, c'est l'examen indispensable, vraiment. Toucher rectal, pourquoi pas, mais bon, franchement... Pour le plaisir. Voilà, c'est en fonction de... Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Une dernière chose, pendant que le micro arrive, vous avez parlé des bananes. Alors, je voudrais rassurer quand même les gens. Ouais. Bananes aux Antilles, c'est l'exposition aux pesticides. C'est le fait qu'on a balancé... Est-ce que c'est le fait de manger des bananes ? Non, c'est les sols qui sont pollués. Oui, donc c'est-à-dire c'est l'eau qui est polluée, et c'est les fruits et les légumes que vous consommez là-bas qui sont pollués. Et il y a des générations qui sont contaminées avec la chlordécone. Et c'est assez dramatique. Parce qu'ils ont travaillé dans les plantations, c'est pour ça que vous parliez de... Travailler, mais simplement, c'est des pesticides que vous balancez, donc ça va dans vos nappes phréatiques, ouais. Et donc tout ce qui pousse avec cette eau-là est potentiellement contaminé avec la chlordécone. Mais on peut continuer à manger des bananes. Ah bien sûr, ouais, bien sûr. Bon. C'est très bon pour la santé, c'est riche en potassium en plus. Alors, une question.
petite question vraiment d'ordre technique. Enfin, je vous remercie déjà pour votre exposé qui m'a vraiment passionnée. Oui, en ce qui concerne l'IRM, est-ce que ça se fait avec une injection ou sans injection ? Alors oui, idéalement, ça se fait avec une injection de gadolinium, donc c'est le produit de contraste qu'on utilise pour l'IRM, et c'est ce qu'on appelle effectivement de l'IRM multiparamétrique, c'est-à-dire que le radiologue fait plusieurs séquences, et idéalement, effectivement, on fait une injection. De plus en plus, ce qui se développe, c'est de l'IRM dite biparamétrique, où on se passe de l'injection, mais parce que c'est plus rapide, ça évite l'injection, etc. Mais c'est vraiment ça, une IRM qui doit être réalisée par des radiologues qui sont experts, parce que c'est vraiment extrêmement particulier à analyser, mais oui, on fait plutôt avec de l'injection, effectivement. L'IA dans le TEP scanner? Pardon? l'IA, l'intelligence artificielle dans le TEP scanner? Alors complètement. Oui. L'intelligence artificielle, j'en ai pas parlé parce que ça a été montré, par exemple, que on vous fait des biopsies, et les lames, on les met dans un ordinateur. L'ordinateur, il vous donne des réponses qui sont beaucoup plus précises que le médecin anapathe. Beaucoup plus précises. Le truc encore plus affolant, c'est que l'IA, donc l'ordinateur qui analyse ça, vous lui donnez les biopsies, il est capable de prédire le risque de faire des métastases, le risque de mourir et le risque que vous deviez avoir, que par exemple si on vous met de l'hormonothérapie, vous en bénéficiez. C'est-à-dire que l'IA, de plus en plus, elle est capable d'avoir un rôle qui est donc à la fois pronostique, c'est-à-dire qu'elle vous dit vous avez tel anapathe, vous avez tel risque de mourir ou de faire des métastases, également un rôle prédictif qui commence à nous indiquer que peut-être tel ou tel traitement, c'est un petit peu plus utile. Dans l'imagerie, l'IA, là où elle est utile, c'est éventuellement, alors on est sur de la science-fiction, mais de demain, donc ça arrive assez vite. Pour analyser une IRM, c'est assez intéressant aussi, pour ne pas passer à côté d'éventuelles cibles. Au lieu de dire, quand vous analysez un TEP scanner qui est plein de métastases, et le collègue médecin nucléaire qui dit qu'il y a une métastase sur telle vertèbre, telle côte, elle va être capable de le faire elle-même et de également vous donner le volume, de calculer le volume de ces métastases, qui est un rôle qui peut être assez important demain. Et puis l'IA, moi, elle me sert dans mon métier. Alors, c'est pas forcément, on parle d'IA parce que c'est un mot un petit peu galvaudé, mais quand on fait un traitement par radiothérapie, les patients ils ont tous un scanner de préparation au rayon, et puis on détermine les volumes qu'il faut irradier, on dessine la prostate, on dessine le rectum, etc. Directement maintenant, les logiciels le dessinent tout seuls. C'est ce qu'on donnait. Il va contourer, c'est le logiciel de contour. Le dessin se fait maintenant par des logiciels, on vérifie évidemment par derrière, mais on gagne un temps fou avec ces logiciels. Ouais. On n'aura pas le choix, il faudra faire avec l'IA, on peut pas être. C'est pas une histoire d'être pour ou contre, il va falloir faire avec. Il va falloir apprendre à dompter l'outil. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait besoin d'humains. Hein. Nous, on n'a pas peur de l'IA. Vous savez, on ne fait pas que les entretiens médico-sanguins, on fait le JT de la radiologie, donc l'IA, on connaît bien. Super. Et justement, Martin, il y a un truc qui m'étonne, tu n'as pas posé une question, parce que Martin, au JT de la radiologie, c'est lui qui fait la radiologie interventionnelle. Ouais. Donc prostate et radiologie interventionnelle, Martin. Justement, vous parliez de l'AFU, de l'AFU, les ultrasons. Justement, c'est quand même des résultats assez précis, parce que le contour de prostate est proposé par IA, mais peut être modifié par le radiologue interventionnel au cas où. Et les résultats sont quand même plutôt probants. Alors oui, les résultats sont probants. Il y a une étude qui s'appelle IFI, là, qui a été je ne sais plus si publiée, mais qui est extrêmement débattue au sein de la communauté. On n'est pas tous d'accord parce que la méthodologie n'était pas très claire. Le recul ne nous paraît pas non plus encore exceptionnel. Mais il faut aussi dire que toutes les maladies ne se prêtent pas non plus à l'IFU. Il y a quand même des risques avec l'IFU, notamment de sténose urétrale, donc les maladies qui sont complètement proches de l'urètre, elles ne peuvent pas être traitées par l'IFU. Les maladies qui sont antérieures, elles sont parfois difficiles à traiter. Donc c'est des méthodes qui vont arriver de plus en plus, mais je suis obligé d'être méchant et d'avoir les messages clairs. Et aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas un niveau de preuve qui est élevé pour ce traitement, en primo-traitement. Je rejoins le collègue radiologue qui disait que si vous avez une récidive d'une prostate qui a été irradiée X années, on peut avoir ces méthodes, et là, on a davantage de séries dans la littérature. Ça arrivera probablement de plus en plus en primo-traitement, mais aujourd'hui, en 2024, on n'y est pas encore, quoi. Sur le recul et sur le niveau de preuve. Et est-ce qu'une seule étude française suffit pour que ce soit imposé comme un standard avec un niveau de preuve élevé? Les questions se posent encore, quoi. Mais ça arrivera. Standard, mais c'est un arsenal thérapeutique. Oui. Mais moi, tous les mardis, je ne sais pas combien de patients ou en accueil prostate ou qu'est-ce que je dois faire. On leur dit, c'est assez clair et net. Vous choisissez entre prostatectomie, radiothérapie, curithérapie, c'est ça dont on a la preuve. Peut se discuter en option ces traitements focaux. Nous, on n'en fait pas, mais on adresse à des équipes à Paris qui sont spécialisées là-dedans, dont on sait qu'ils font notamment au sein de registres prospectifs ou d'études, et où c'est clair et net, ça répond à un cahier des charges, et voilà, quoi. Mais je ne suis absolument pas anti-traitement focaux. En curithérapie, on se pose aussi la question de faire des traitements focaux. Mais c'est vrai qu'on y est, je pense encore au balbutiement, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Ouais. Alors, une question pour finir, ça va être la dernière question avant la pause.
pendant que le micro arrive, c'est important de faire la distinction, hein, je reviens là-dessus, entre localisé et pas localisé. Hein, oui, complètement. Tout, hein. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur l'IFU parce que vous avez l'air de dire que c'est pas encore bien maîtrisé, etc., etc. Personnellement, moi, j'ai été opéré par IFU en 2017. On est en 2024. Et je suis étonné aujourd'hui que ni vous, ni le professeur Kervillek n'en parle comme d'une technologie connue, maîtrisée, alors qu'elle est maîtrisée dans un certain nombre d'hôpitaux. Alors, c'est pas nul l'IFU, hein. Je vous confirme qu'elle est maîtrisée. Je parle de l'Institut Montsouris. Hein. Ben, je pensais à cela aussi. Les collègues où je veux adresser des patients pour les ultrasons, j'adresse au docteur Barré à l'Institut Montsouris. L'IFU, c'est pas nul, c'est extrêmement maîtrisé. On fait ça depuis des années et des années. La question, c'est de savoir si... Alors, moi, je connais aussi à côté des patients qui ont récidivé après IFU, qui ont dû re-IFU, et puis qui ont encore récidivé par derrière, et on a fait de la radiothérapie. Donc, je suis content que vous soyez en rémission et même guéri, et tant mieux. Il y a plein de patients que ça met en rémission. Mais à côté, en fait, l'histoire, quand on recommande un traitement, c'est quel est le niveau de preuve dans la littérature qui nous fait dire que ces traitements... La prostatectomie, on fait ça depuis des dizaines d'années. La radiothérapie et la curie-thérapie, on fait ça depuis des dizaines d'années. Et quand à un moment donné, on établit des recommandations pour dire ce traitement, on est sûr que ça fonctionne, et celui-ci, il fonctionne, mais le recul n'est pas insuffisant, on est obligé de classer un petit peu toutes les choses pour établir ces recommandations. Donc oui, ce sont des bons traitements, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas sur la première ligne dans les propositions thérapeutiques qui sont faites au monsieur. Si au cas par cas, vous êtes un bon candidat pour l'IFU et que ça vous tente, que vous avez toutes les infos et que c'est fait au sein d'équipes qui font ça en routine, parce que oui, en 2024, et heureusement, il y a des urologues qui font ça en routine, oui, ça s'y prête totalement, mais des recommandations, c'est assez bête et méchant, et à chaque fois, il faut prendre des décisions, et donc qu'est-ce qu'on recommande tous les jours? Aujourd'hui, le message, c'est que de l'IFU en routine, comme ça, pour n'importe qui, c'est non. C'est vraiment par des mains expertes, des situations sélectionnées, des maladies extrêmement particulières qui s'y prêtent bien dans la prostate, mais c'est probablement votre cas, et vous avez fait un bon choix. J'ai une question complémentaire à vous poser, à vous, monsieur, puis après vous allez réagir, et ensuite ça va être la pause. Dans le choix d'un traitement, et vous avez dit c'est le patient qui va choisir, ça peut être très déstabilisant parce qu'il y a déjà de se prendre sur la tête quand une mauvaise nouvelle, on est un peu déstabilisé, on nous raconte des tas de choses qu'on ne comprend pas forcément quand on est patient. Mais ce qu'on comprend bien, c'est les inconvénients du traitement en incontinence, les problèmes érectiles. Est-ce que ça vous a guidé, vous, dans le choix de votre traitement? Et qu'est-ce qui vous a guidé sinon? Totalement, c'est tous ces éléments-là. C'est les éléments d'incontinence, les éléments effectivement sexuels, et l'IFU est quand même extrêmement peu traumatisant dans ce domaine. Et c'est ces éléments-là qui ont fait que j'ai recherché, parce que mon urologue, c'était enlèvement total de la prostate. C'est étonnant, hein. Et pas d'autres alternatives. C'est étonnant. Et en fait, ce que j'ai reproché à cet urologue, c'est qu'il ne me propose pas d'autres alternatives. Et est-ce que vous aviez vu un radiothérapeute? C'est pour ça que j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. J'ai pas vu de radiothérapeute. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé votre approche, qui consiste à faire un interview, enfin une consultation avec un urologue et une consultation avec un radiothérapeute pour voir les avantages et les inconvénients de chacune des techniques et avec un choix pour le patient. Ça effraie souvent au début, hein, quand on dit mais attendez, c'est un cancer, c'est ma vie, et on dit est-ce que tu dois choisir? Donc c'est effrayant en soi, mais enfin, je veux dire, moi je ne connais pas d'autres situations en oncologie où c'est vous qui êtes au centre de la décision quand même. Donc c'est une chance dont il faut se saisir, et il faut accepter qu'il y a un traitement A, un traitement B, les deux sont aussi bien, avec des petites modalités de réalisation et d'effets secondaires qui changent, mais le choix se fait en fait naturellement. Il y a des messieurs pour lesquels l'érection ça compte pas, et bien on peut partir vers tel ou tel type de traitement. L'autre, c'est le risque d'incontinence urinaire qui fait prendre la décision, etc. quoi. Le plus important, c'est l'info et c'est votre choix, quoi.